Bonjour Monsieur Dussautoir. Bonjour Renaud. Alors je vais commencer par te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc né à Abidjan en 1981, vous arrivez à 10 ans en France, pays de votre père. Après un début d'adolescence marqué par des rêves de Jeux Olympiques pour un judo que vous pratiquez à haut niveau, vous vous tournez finalement à vos 16 ans vers le rugby. Votre carrière nationale en top 14 a été marquée par 5 victoires en championnat de France, d'abord 2 avec Biarritz, puis 3 avec le Stade Toulousain, en plus du titre de championnat d'Europe. Vous êtes resté 11 ans dans ce club du Stade Toulousain, dans lequel vous avez évolué au poste du numéro 6, troisième ligne, tout comme lors de vos très nombreuses sélections en équipe de France. Vous vous êtes révélé être un redoutable plaqueur, et à l'issue d'un match phénoménal face à la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde 2007, la presse anglaise vous attribue le surnom de Black Destroyer. Sous l'ère Lièvremont, vous êtes nommé capitaine du 15 français, et ce pour une longue période puisque vous détenez le record de capitanat en sélection, avec 56 occurrences. En 2011, l'IRB vous nomme meilleur joueur du monde et en 2015, vous êtes nommé chevalier de la Légion d'honneur. Au début de votre vie, nous sommes à vos 16 ans, vous êtes un passionné de judo et rêvé de Jeux Olympiques. Vous êtes ceinture marron et après un examen pour la ceinture noire que vous pensiez être une formalité et auquel vous échouez, vous décidez de quitter le tatami pour la pelouse du rugby. Comment avez-vous découvert ce sport et quel a été l'élément déclencheur de ce changement? Alors effectivement, lorsque j'avais 16 ans, j'étais déjà très sportif. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans, je faisais pas mal de compétitions. Après, j'avais un souci, c'est qu'en compétition, je perdais mes moyens. Et je sentais que j'avais le besoin, j'avais l'envie de faire partie d'un groupe, d'une équipe. Et en même moment, moi j'ai grandi, donc j'ai passé mon adolescence en Dordogne, à Périgueux. Le lundi au lycée, il y avait tous les copains qui jouaient dans les clubs d'à côté, environnement Périgueux, qui se rencontraient le week-end. Et moi je me sentais un petit peu exclu de tout ça. Et c'est vrai qu'un jour, mes copains ont dit bah, allez, viens avec nous, c'était en vacances, je me rappelle, viens avec nous, viens jouer, viens tester. Ils m'ont un peu fait chier pour que je commence. Et c'est comme ça en fait j'ai débuté le rugby, avec l'envie de faire partie d'un groupe et de partager des moments avec mes copains. En fait, le rugby pour moi c'est un prétexte pour être avec mes copains et faire partie d'un groupe. Vous avez commencé directement au poste de 6 ou 7? Parce que j'ai vu que vous avez joué en Ouais, poste 7 aussi. ouais, j'ai commencé troisième ligne centre d'abord. Ouais. En 2007, nous arrivons au début de la Coupe du Monde en France et vous n'êtes pas sélectionné dans les 30 de départ. Avec la blessure de Vermelin, Laporte vous rappelle de justesse. Vous commencez à jouer en phase de poule pour votre troisième sélection. En quart de finale, vous vous retrouvez face aux Blacks et vous faites une performance remarquable puisque vous atteigniez le record de 38 plaquages. Ce match a-t-il une saveur particulière pour vous et est-il une étape déterminante dans votre carrière internationale? Oui, bien sûr que c'est un match qui a vraiment une saveur très particulière parce que, c'était une Coupe du Monde en France, bon, c'est cocasse qu'on ait joué en un quart de finale à Cardiff. Ceci étant dit, c'était ma première Coupe du Monde, j'étais titulaire, c'était face aux All Blacks. Un an avant, j'avais été viré du 15 de France parce qu'on avait perdu, je me rappelle, à Lyon, plus de 40 points face à eux. Donc il y avait quelque part une revanche, un sentiment de revanche, mais puis aussi il y avait une opportunité de réaliser l'impossible en fait. Donc tout ça, ça a rajouté de la magie à l'événement. Je me rappelle, on avait fait un drapeau bleu-blanc-rouge en réponse au haka. Et donc voilà, donc c'était un match assez épique. On n'a pas eu beaucoup de ballons, donc ça explique aussi les statistiques au plaquage. Mais c'est vrai que lorsque tu fais partie d'une équipe qui bat les Blacks en Coupe du Monde et que toi aussi tu fais une grande performance sur le match, ça t'installe quelque part au niveau international. Oui. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque part une naissance au niveau international où les gens ils se disent tiens, il y a un troisième ligne en France qui s'appelle Thierry Dussautoir. Ça vous met devant de la scène en fait. Ouais. Exactement. Donc c'était un match où réellement on avait décidé de jouer chez eux, on avait beaucoup tapé dans le ballon et on avait décidé de saisir quelques opportunités. Un peu comme le style de jeu qu'ont le 15 de France maintenant, je trouve. On ouais, aime bien ne pas avoir trop de possession. Sauf qu'aujourd'hui c'est un peu plus maîtrisé que ça n'était pour nous à l'époque, on va dire. En tout cas, c'était un refus de mourir en fait dans la compétition et faire un pied de nez à tous les pronostics. Donc c'était assez, c'est vrai que c'était assez jouissif à la fin du match d'avoir réussi à le gagner. C'est un des plus gros matchs de votre vie, ça, en termes de difficultés physiques, quoi. Je me rappelle pas avoir joué. Pourtant, j'ai perdu d'autres matchs face aux Blacks, mais je me rappelle pas avoir joué contre une meilleure équipe. C'est vraiment l'équipe qui m'a le plus marqué cette génération-là, Sorialo, Collins en troisième ligne, Mako. Et c'est vrai que pour eux, c'était une énorme déception.
Après donc, vos débuts de capitanat, en 2009, sous l'ère Lièvremont, qui est un ancien parrain des Ovalides des 21e, vous êtes capitaine titulaire pour la première fois. Avez-vous accepté directement ce rôle au vu des responsabilités que cela implique, de la gestion humaine, de la pression médiatique, etc. Déjà, j'ai hésité parce que je ne me sentais pas totalement légitime pour prendre le poste, parce qu'effectivement, je n'étais pas le joueur avec le plus d'expérience dans le groupe, de titres en équipe de France. Bon, il m'a expliqué que c'était son choix de toute façon et qu'il souhaitait que ce soit moi. Il m'a déjà sollicité en courant de l'année pour que j'apporte plus de soutien à Lionel. Oui. Dans sa tâche. Donc déjà, quelque part, commençait à me donner de la responsabilité au sein du groupe à ce niveau-là. Bah, du coup, j'ai eu mon premier capitanat en Nouvelle-Zélande. Donc c'est vrai que mon histoire rugbystique, elle est très liée à la Nouvelle-Zélande. On joue à Dunedin le premier match et on le gagne aussi. Donc c'est bien ça, Renaud, de me rappeler les bons souvenirs. C'est bien. Et ben du coup, en parlant de bons souvenirs, on va parler peut-être des moins bons. Ah, voilà. Ça pourrait pas être parfait. Hein. Lors de la Coupe du Monde 2011, le 15 de France peine à s'affirmer. Et les sorties médiatiques de son entraîneur Lièvremont instaurent un climat parfois de tension entre le staff et ses joueurs. La défaite de la France face au Tonga, une première dans leur histoire, vous attire les railleries de la presse rugbystique. Le 15 de France, dont vous êtes le capitaine, décide alors de se séparer totalement de la pression médiatique pour se centrer sur son jeu. Dans les situations difficiles comme celle-ci, quel a été selon vous votre rôle de capitaine ? C'est vrai que c'était une période assez tendue, une période où on avait... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur nous, effectivement, mais bon, à juste titre, hein, on n'était pas très bons. Le problème qu'il y avait dans notre équipe, c'est qu'on n'avait plus d'esprit de corps, plus d'esprit d'équipe. On était ensemble sans être véritablement ensemble sur le terrain. Donc, à force, ça s'est vu. Et mon travail à ce moment-là, ça a été d'essayer de recentrer tout le monde sur notre objectif commun. Rappeler à tout le monde l'importance de cette compétition pour chacun, à titre collectif, mais aussi à titre individuel, parce que réussir à jouer une Coupe du Monde, c'est beaucoup de travail. C'est plus de 4 ans de travail, beaucoup de sacrifices. Enfin bon, c'est un rêve aussi de pouvoir être là. Et nous, on passait à côté de cette opportunité de façon un peu stupide. Et finalement, le fait de le rappeler avec d'autres, voilà, ce moment-là, c'était un moment clé dans nos carrières. On a réussi à recréer une dynamique collective où chacun s'est emparé du sujet et finalement on s'est dit, bon, on est un peu dos au mur. Ouais, on est dos au mur et puis de toute façon on s'en fout un peu de ce que les gens peuvent penser de nous parce que ce soit positif ou négatif, ça n'a pas changé l'issue du match. Il n'y a que nous qui pouvons avoir un impact là-dessus. Donc on s'est concentré sur nous, c'est vrai on s'est renfermé, on a eu un peu une attitude de défi vis-à-vis de l'extérieur. Et finalement, ça nous a permis de vivre trois semaines exceptionnelles. Ouais, c'est vrai que les Anglais, on leur a roulé dessus, c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine détermination dans notre équipe. Et ça a lancé véritablement notre Coupe du Monde. Lors de votre carrière internationale, vous avez été 56 fois capitaine du 15 de France. Dans les belles victoires, comme face à l'Angleterre en quart en 2011, mais aussi dans vos défaites. Vous avez dû composer avec les difficultés humaines, les médias et autres. Comment cette expérience professionnelle vous a-t-elle servi sur votre qualité de joueur du rugby, mais peut-être aussi sur le plan personnel ? Alors être capitaine, c'est un vaste sujet. C'est vrai que sur 6 ans, effectivement, j'ai connu de très grands moments, des moments beaucoup moins glorieux. Oui. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi d'une carrière. On rêve tous de la constante à très haut niveau et à gagner tous les matchs, mais c'est très rare. Comme tu l'as rappelé, les éléments externes au groupe, donc la presse, le public, les copains, le management des différents groupes qui peuvent exister dans une équipe. Ça n'a pas été très simple parce que je suis pas quelqu'un un très grand communicant, donc j'ai dû apprendre, m'adapter. En revanche, j'ai une grosse faculté d'analyse et de remise en question. Donc tout ça, ça m'a donné en fait suffisamment d'éléments pour faire évoluer ma façon de gérer l'équipe.
J'étais aussi capitaine, j'étais capitaine pendant 8 ans à Toulouse, donc bon. Oui. Au bout du compte, à la fin de ma carrière, j'étais un peu fatigué, nerveusement, je dois avouer. Mais en tout cas, tout ça, ça a été c'est comme une formation continue d'une dizaine d'années de management en réalité. Et aujourd'hui, dans mon activité, ça me sert énormément. Donc, c'était une grande école pour moi. D'accord. Est-ce que le fait que vous soyez capitaine vous demandait de participer aux préparations au niveau tactique des matchs notamment, ou alors c'était vraiment le travail du staff et vous, c'était la gestion humaine du groupe? Bah, je pense que cette partie-là, elle dépend vraiment du capitaine, son état d'esprit, ce avec quoi il est à l'aise et sa manière de manager l'équipe, le type de leader qu'il peut être. Moi, j'aimais bien cette partie-là, mais plus sur des décisions opérationnelles. C'est-à-dire que dans le match, avoir la capacité de pivoter, de dire, bon, ben voilà, de jouer auprès du ruck, ben là, on voit que ça ne fonctionne pas. Quelle solution on trouve, être beaucoup dans l'échange avec demi-mêlée et demi-ouverture, avec le talon ou le capitaine de touche. Moi, j'aimais bien dans le match voilà. Modifier votre jeu. Mais surtout être en plus d'informations et D'accord. dire, bon, ben, soit on insiste, il faut vraiment insister, ou ouais, vous avez vu, je sais pas moi, le 10 il boitille, donc on va vraiment insister sur lui. Voilà, des choses comme ça, moi j'aimais bien le faire. En revanche, sur la semaine, je laissais ça plutôt au demi, au staff. Mais voilà, donc mon rôle, il était surtout Enfin, j'essayais en tout cas d'avoir un impact sur l'état d'esprit de l'équipe. La façon dont il a abordé dans le match, la façon dont il allait se préparer sur le match, donc avec plus de concentration, moins de pression, voilà, ce genre de choses, ça me plaisait. Ouais. Mettons-nous maintenant à l'horizon 2023. Nous sommes dans le centre de préparation de la FFR à Marcoussis, comme le seront bientôt les hommes de Fabien Galtier. Quelle est une journée type lors de ces préparations au tournoi majeur, entre la préparation physique, tactique, mais aussi les différentes interventions, témoignages et autres activités? Alors ça va être un peu difficile pour moi d'anticiper 2023 parce qu'en plus, depuis que j'ai arrêté l'équipe de France, les choses ont pas mal évolué, hein, ça va faire 8 ans, donc quelques cheveux blancs depuis. Voilà. Bon, mais bon, mais bon, je peux parler de ce qui se faisait à l'époque où je jouais, où une Coupe du Monde, c'est déjà une préparation très intense. On peut faire monter à 3-4 entraînements par jour. Donc quand je dis 3-4 entraînements, c'est sur le début notamment, où quand tu arrives avec un peu de surcharge pondérale, tu fais du footing, tu es sur les machines pendant un jeun. Ensuite, tu vas faire soit de la muscu ou peut-être du terrain sur quelque chose de plus tactique. Et l'après-midi, tu vas rentrer sur un bloc un peu plus physique avec de la muscu suivi de courses. Donc ça varie en fonction. J'ai fait aucune Coupe du Monde sur les 3 auxquelles j'ai eu la chance de participer, qui se ressemblaient en réalité. D'accord. Okay. Donc ça dépend des besoins de l'équipe, des objectifs aussi du staff, des objectifs de pic de forme aussi. D'accord, ok. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le point commun, c'est que c'est très très intense. C'est dur. Il y a beaucoup de casse en général. Et alors c'est un peu ambivalent parce que tu dois à la fois créer déjà ou renforcer un sentiment de groupe, d'unité déjà. Oui. Mais tu sais qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir du groupe quelques semaines après. Donc il y a une forte compétition. Ah oui, d'accord, ok, oui. Il y a une forte compétition pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Donc c'est à titre individuel, c'est compliqué parce que quand le groupe qui va participer va partir et annoncer, tu en as quelques-uns qui restent sur le carreau. Donc c'est émotionnellement, voilà, il y a des pleurs, c'est dur quoi. Oui. C'est dur parce que aussi pour certains, c'est un rêve qui s'éloigne. Après cette tournée d'automne et cette série historique de 13 victoires, êtes-vous confiant pour la Coupe du Monde qui arrive en France? Alors oui, je pense qu'on a déjà, ils ont battu un record. Merci, ils ont battu un record en étant vaincu sur 13 matchs.
pour moi, ils ont d'ores et déjà construit quelque chose qui est essentiel quand on aborde une compétition comme ça, c'est la confiance. Oui. Donc c'est un groupe qui sait ce qui marche pour eux. Ils savent comment gagner. Ils savent retourner des matchs qui s'engagent mal. Donc tout ça, c'est très très important en termes de confiance collective. Maintenant, le fait que l'équipe de France soit excellente et fasse partie des meilleures équipes du monde en décembre 2022, ça ne veut pas dire qu'elle sera championne en 2023. Oui. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Les autres équipes aussi, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit aussi de progresser. Elles ont identifié la France comme étant favorite, à juste titre, l'une des favorites. Donc, Les matchs vont être préparés en face, oui. Ben bien sûr, les matchs vont être préparés et c'est pas. Enfin, c'est vrai qu'on a une période assez unique dans l'histoire du rugby avec la Nouvelle-Zélande qui est étonnamment faible, Australie aussi. Mais déjà, ces deux équipes-là, on ne sait pas ce qu'elles seront en 2023. Ensuite, moi, je pense que le match de l'Afrique du Sud, même si c'est la France qui a gagné, Oui. je pense que l'Afrique du Sud a marqué beaucoup de points, même plus de points que la France, en termes de confiance par rapport à ce qu'ils étaient capables de faire. Je pense que l'Irlande, ça reste quand même une équipe qui est très très solide. Hein. Ouais. Donc ouais, ça va être intéressant, donc il va y avoir du challenge. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas une équipe de France aussi, autant capable d'aller chercher le titre, ça c'est vrai. En plus, on l'a joué en France, la Coupe du Monde. Donc il y a plein de... voilà, sur la checklist, là, il y a plein de tics partout, donc il y a plein de choses qui sont en vert. Mais ça reste du sport de haut niveau et rien n'est jamais assuré, quoi. Est-ce que c'est pas quand même la première fois depuis un bout de temps que globalement l'ensemble de l'hémisphère nord peut regarder dans les yeux l'hémisphère sud, qui en tout cas moi quand j'étais petit, c'était beaucoup l'hémisphère sud qui dictait le rugby et les autres suivaient en fait. Ah oui, non, mais clairement, hein. Clairement, ça fait très longtemps que l'hémisphère nord n'a pas dominé comme ça le rugby mondial. Et c'est d'autant plus frappant que c'est marqué par un très 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 haut niveau des nations du Nord. Oui. France, Irlande, on en a parlé. Et un niveau étonnamment bas donc le contraste, il est d'autant plus saisissant, quoi. Mais Et rien n'est joué. bah, les Néo-Zélandais, c'est quoi? C'est ils sont deux fois champions du monde, la Nouvelle-Zélande. C'était favori quasiment à chaque édition. Oui, c'est vrai. Oui. Faut pas le dire, ça. Donc non, mais après c'est une réalité aussi. Donc ce que je veux dire, c'est on peut être content de l'équipe de France qu'on a. On peut en être très fier. On peut être derrière, les pousser. Mais faut être très humble quant à l'issue de cette Coupe du Monde-là. Et il y a un élément que l'extérieur, par enthousiasme, ne réalise pas, c'est la pression qu'on met sur l'épaule des joueurs. J'ai participé à pas mal d'événements où la conclusion c'est bon, vous devez gagner, vous allez gagner. Ouais, bon, ok, tranquille, mais ils vont déjà faire le tournoi à destination, préparer leur match et voilà, ils n'ont aucune obligation, juste celle d'aller au bout de leur aventure et de la vivre pleinement. On sait que la sélection nationale d'un sport influe fortement sur la santé de l'écosystème de ce sport. Avec les performances inédites des hommes de Galtier, on voit déjà une augmentation de 14% des licenciés en club français l'année dernière. Comment une Coupe du Monde en France ainsi qu'une équipe performante vont aider le rugby français et en quoi est-ce important pour vous? C'est comme dans tous les sports, les performances d'équipe nationale sont vraiment importantes pour le nombre de licenciés parce que c'est la vitrine, c'est vrai que c'est les champions qui pratiquent ce sport-là dans l'équipe nationale sont ceux qui vont faire rêver des gamins qui se diront un jour je veux ressembler aux champions que je vois devant moi. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir une équipe de France qui est performante. La place d'une Coupe du Monde
dans un pays, elle est vraiment impactante aussi parce que en 2007, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment une accélération de la place du rugby en France. Donc il est devenu beaucoup plus médiatisé. Il y a d'autres populations qui n'étaient pas forcément tournées vers ce sport-là. Par exemple ici en banlieue, où beaucoup de jeunes se sont dit ce sport il est aussi fait pour moi, il est plutôt sympa. Et 15 ans après, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de la banlieue parisienne et qui sont vraiment qui ont une vraiment grosse valeur ajoutée dans le rugby français et dans le championnat. Donc une Coupe du Monde en France, ça va amener plus d'éclairage sur notre sport et je l'espère lui permettre se porter encore mieux. Après leur carrière sportive, beaucoup de joueurs se tournent vers des horizons totalement différents de celui du rugby. Est-ce votre cas à côté de votre travail de consultant chez Canal+? Alors j'ai du mal à dire que c'est un travail, celui de consultant, c'est plus pour moi une opportunité de garder le lien avec le rugby, tant que je ne me suis pas engagé dans une organisation quelle qu'elle soit. Quand j'ai arrêté le rugby, la carrière de joueur, j'ai coupé complètement pendant 3 ans. À un moment, ça a un petit peu manqué. Et avoir l'opportunité de regarder les matchs, de retrouver aussi le contact des anciens coéquipiers, c'était assez sympa. Donc, mais ce n'est pas mon activité professionnelle. Mon activité professionnelle est ailleurs. Pendant longtemps, on a été levé quand même dans le rugby, donc c'est un peu difficile de sortir de ce milieu-là. C'est une passion aussi. Mais c'est aussi sympa de faire autre chose. Il y a plein d'autres domaines à découvrir. Donc moi, j'ai fait ce choix-là et j'en suis très heureux. Vous êtes cette année parrain des Ovalie et soutenez l'association Oscar Angels. Est-ce important pour vous de mettre à profit votre notoriété pour vous investir dans des associations caritatives et autres événements étudiants? En fait, oui, je pense que quand on a la chance d'avoir vécu ce que j'ai vécu, et c'est une manière aussi de rendre aussi aux autres, c'est de effectivement mettre à disposition sa notoriété. Donc finalement, l'attention qu'on peut avoir sur un projet, augmenter l'éclairage qu'il peut y avoir sur ce projet-là. Pourquoi j'ai accepté de parrainer les Ovalie? Parce que l'idée, elle m'a plu, le fait sur un week-end, de regrouper des étudiants qui aiment le rugby. Voilà, ça m'a rappelé aussi les moments où j'ai commencé, donc c'est très imbriqué en fait, le sport et le milieu étudiant. Donc je trouve que déjà la démarche aussi, elle est quand même top de la part des étudiants, de pouvoir, d'avoir pensé à créer cette manifestation, d'y associer le caritatif, et de le faire durer dans le temps. Oui. Voilà, donc ça, c'est pas voilà, une espèce de transmission aussi qui me plaît dans tout ça. Donc, voilà, porter ma pierre à l'édifice, bon, c'est plutôt sympa, sauf qu'on a des jeunes qui n'arrêtent pas de te dire vous, ça met un coup. Mais bon. Juste petit aparté, il me semble que vous êtes co-parrain des Oscar Angels avec Gaël Ficou. Oui, Gaël. Qui veut venir le samedi pendant la finale. Je sais pas, je pense qu'il aura d'autres échéances. Hein. Je ne sais pas s'il y aura un match de Coupe d'Europe ou de championnat, mais je pense qu'il sera sollicité. Ouais. Mais effectivement, Gaël, à l'époque, on jouait ensemble à Toulouse. J'avais pensé à lui pour accompagner l'association parce que je voyais que ma date de péremption arrivait assez rapidement. Et je m'étais dit que ce serait bien d'avoir un joueur encore actif pour pouvoir porter encore le projet. Et puis, voilà, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on arrête de jouer, la tension est moins importante sur soi. Et donc, la capacité à mettre en avant un projet est moins importante. Donc voilà, Gaël, effectivement, lui aussi parrain de cette association qui est vraiment exceptionnelle, qui est portée par Anita Granero, une femme vraiment d'un dynamisme génial et qui aide énormément de familles, énormément d'enfants qui vivent des moments compliqués en milieu hospitalier. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association? J'ai choisi parce que, en fait, on est souvent sollicité pour plein de causes. Il n'y a pas une cause qui est meilleure qu'une autre. Mais je pense que ça vient aussi du rapport qu'on a avec le porteur de projet.
Donc la personne, si elle vous touche, bah, vous dites bon bah ok. Et c'est vrai que on a un ami en commun qui nous a mis en relation, et notre ami a perdu sa fille suite à une maladie assez longue. Et elle m'a dit à quel point Anita et son association l'avaient accompagné, l'avaient aidé. Et déjà, moi, ça m'avait déjà première fois interpellé. Et c'est vrai, lorsque j'ai rencontré Anita, qui est vraiment, encore une fois, une personne exceptionnelle, qui a un dynamisme de fou, ben, je me suis dit, bon, ouais, je vais essayer d'aider. Et un truc qui est exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, non mais moi, déjà, je te connais pas. Donc déjà, ça c'est bien, ça ramène les choses à la base. Et je ne veux pas utiliser ton image, donc c'est encore plus original. Moi, on m'a dit que tu étais un mec sympa, donc moi, je voudrais juste que tu viennes voir les enfants de temps en temps. Je pense que ça leur fera plaisir. D'accord. Voilà, donc, et derrière, du coup, vous respectez, enfin, vous n'utilisez pas du tout votre image pour. Mais moi, j'essaie de les mettre en avant que je peux. C'est pas forcément ce qu'elles recherchent. Hein. Ce qu'elles recherchent, c'est que les enfants les familles soient le mieux possible. Oui. Donc c'est pour cela, lorsque on m'a dit qu'on pouvait aider une association, je pense que c'est une association qui mérite d'être accompagnée. J'essaie alors pas de la mettre en avant publiquement, mais en tout cas la mettre en relation avec des chefs d'entreprise qui peuvent l'aider financièrement. Ça m'a jamais trop pris la tête en fait de savoir si j'étais reconnu ou pas en fait. Si je suis dans un endroit où je suis pas reconnu, ça va très bien. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que j'ai mon ego aussi de sportif, et que j'apprécie aussi d'être reconnu pour ce que j'ai fait. Oui. Donc je pense qu'on peut apprécier, vouloir être respecté pour ce qu'on a fait, oui, sans avoir besoin que à tous les coins de rue on se fait arrêter et d'être le centre d'intérêt quand on est dans une pièce, quoi. Donc c'est bien de rencontrer des gens simples, aussi sympas, et avec lesquels on peut échanger tranquillement. Très bien. Dernière question, peut-être avez-vous déjà entendu parler des Ovalie par écho des autres parrains et l'ambiance qui y règne. Qu'attendez-vous de cet événement en termes d'ambiance et de niveau de jeu du rugby en général? Parce que Yachvili il nous avait dit au début qu'il avait pensé que c'était un peu la passe, et était venu à la fin en disant ah oui, ça se donne bien. Non, mais je me doute que le niveau il est important, parce que, encore une fois, c'est une manifestation qui est présente depuis longtemps. Donc, s'il y a autant d'écoles qui sont présentes, au-delà du côté festif, je pense qu'il y a aussi un certain prestige à remporter la compétition. Donc, voilà, donc c'est un ensemble de choses. C'est la convivialité, mais aussi la compétition. Donc, ce que j'attends, c'est... j'ai rien à attendre en fait. Moi, je viens passer à partager un moment avec les participants. Je vais regarder des matchs plutôt sympas. J'espère que tout le monde va vraiment s'éclater, s'amuser. Tout le monde va faire attention quand même à sa santé, parce que je sais que quand on est étudiant, on aime bien faire la fête, mais bon, c'est un sport certes convivial, mais après le match, quoi. C'est pas avant ou pendant, parce que sinon il y a des accidents qui peuvent arriver plutôt sévères des fois. Donc voilà, ce que je dirais aux participants, c'est que sans jouer au vieux con, ils n'ont pas le droit de boire avant le match. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc vous faites très bien à l'issue du match. Donc comptez pas sur moi sur la troisième mi-temps, parce que j'en ai fait suffisamment. Je sais comment est-ce que ça peut tourner. Je pense que je suis plus au niveau. Donc voilà, mais en tout cas, je pense que ce sera un bon moment, et c'est très bien de pouvoir faire perdurer ces instants-là. Voilà. Je pense qu'il marquera votre parcours d'étudiant en fait. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Dussautoir, pour avoir répondu à ces questions, et puis on se voit en mai pour les Ovalie. Avec plaisir.